Bonjour, nous sommes le 16 avril 2021 et c'est une date pour moi parce que aujourd'hui, mon fils est né à 50 ans. Voilà, et on en parlait lui et moi tout à l'heure et il disait ouais, 50 ans c'est quelque chose. Et je lui rappelais ce qu'il savait, c'est que ça a 50 ans que je suis resté aux États-Unis après une invitation et qu'une nouvelle vie, une entièrement nouvelle vie, c'est ouverte pour moi. C'est voilà, un épisode, un nouveau pays, nouvelle vie. Je continue à travailler dans un domaine où où je m'étais quand même déjà un petit peu exercé la finance, mais euh, 12 ans en Californie, dans des endroits merveilleux, à travailler dans un environnement qui n'était pas. C'était pas mon choix de départ de devenir banquier, mais je l'ai fait correctement. Je m'en plains pas, j'ai appris plein de choses qui ont pu me servir par la suite, et puisqu'on parle de la suite, puisque c'est ça qui m'a permis en particulier d'écrire ça, qui est sans doute la raison pour laquelle vous avez entendu parler de moi. Et je pense à François Ruffin. L'autre jour, il fait une vidéo où il a l'amabilité voilà, de signaler que Vincent Burnand-Galpa et moi, nous lui avons fait une note, et il commence par une longue réflexion à se gratter le crâne sur savoir s'il doit acheter une nouvelle bagnole ou non. Et je vois des gens qui se plaignent. Qu'est-ce que c'est? De quoi il nous parle? Qu'est-ce que c'est que ce truc à midi à 14 heures? Et je me dis, heureusement qu'il n'y a pas des gens qui regardent mes vidéos qui disent ça parce qu'il ne s'arrêterait pas de se poser la question de pourquoi je parle d'un million de choses avant de parler de ce dont je voulais parler. Tiens, à propos, voilà, il me reste un truc, voilà, ça vient d'arriver au courrier. Qu'est-ce que ça dit? Ça me dit que je peux aller me faire vacciner. Et c'est l'assurance maladie qui m'envoie ça, ministère de la Solidarité et de la Santé. Alors, si vous posez la question de savoir si l'État français nous surveille, s'il y a une base de données qui connecte tout, l'assurance maladie n'est pas au courant que je m'envoie des lettres pour m'encourager à me faire vacciner, alors que je l'ai fait, c'était quoi, il y a 3 4 jours. Donc tout ça connecte pas, hein, tout ça connecte pas très fort. On le voit d'ailleurs quand quelqu'un disparaît, quand on essaye d'établir un crime et tout ça encore, il n'y a aucun rapport entre tout ça. Alors on pourrait dire c'est formidable. Et d'ailleurs la Commission européenne vient de nous dire qu'il n'y aurait pas hypersurveillance en Europe, ça n'aurait pas lieu, on n'utiliserait pas l'intelligence artificielle pour ça. Et c'est peut-être, je me disais en voyant ça, c'est peut-être simplement le constat de toute manière, on n'est pas en Europe, on n'est pas capable de le faire. Enfin non, il y a peut-être vraiment du bon sentiment que nous ne serons jamais ni les États-Unis ni la Chine, qui aura toujours notre originalité. Mais j'ai quand même le soupçon. Si on nous disait, quand on nous a dit à une époque qu'il fallait pas porter de masque, que c'était pas obligatoire, tout le monde sait que c'est parce qu'on n'avait plus dans les réserves. Bon, alors voilà. Résumé des épisodes précédents. Voilà, la crise du capitalisme américain. Ça paraît. J'avais regardé ça l'autre jour. Donc, dépôt légal décembre 2006. Achevé d'imprimer décembre 2006, dépôt légal janvier 2007. Et je vais poser la question, est-ce que ce livre a été connu en 2007, juste à sa apparition? Est-ce qu'on en a parlé? Et puis non, la réponse c'est que c'était le livre qui annonçait il devait être terminé, mon manuscrit, fin 2005. Ça a eu du mal à se faire. J'arrivais pas à convaincre quelqu'un qu'il allait y avoir une crise du capitalisme américain. Ça a pris à peu près 1 an, justement, avant qu'on l'imprime. Et puis, c'est sorti. Et puis voilà. On en a parlé petit à petit parce que la crise se dessinait, mais on en a surtout parlé l'année précédente. Alors, enchaînement. Vous avez vu ce livre-là? Voilà, ce sont des commentaires. J'ai mis tout ça en forme sur mes premières réflexions sur Trump. C'est le premier tome, un objet populiste mal identifié. Ça a paru aux éditions du Croquant il y a 2 ans. Voilà, il y a 2 ans. Et
Et là, il y a le deuxième volume. Le deuxième volume, il a dû paraître vers septembre, octobre. Voilà. Et le premier s'appelait un objet populiste mal identifié. Qu'est-ce que je faisais dans le premier volume? J'expliquais des choses que les gens ont su longtemps après. Voilà. Je décrivais M. Trump, je l'appelais tout de suite, là, au tout début du livre, je l'appelais le dernier général de l'armée sudiste en déroute. Et si vous avez suivi les événements du 6 janvier de la prise du Capitole, vous avez dû voir ces troupes derrière le drapeau de la Confédération. Vous avez dû voir ça. Et c'est pour ça que j'avais tenu d'ailleurs dans le deuxième volume. J'avais demandé à Chantal de bien mettre, au lieu du petit insigne américain, de bien mettre celui de la Confédération, des États sécessionnistes esclavagistes. Vous avez décrit ce monsieur comme le dernier général de l'armée sudiste en déroute, et j'avais été un des premiers à vous parler de son papa, qui était un ami du Ku Klux Klan, de lui qui était un suprémaciste blanc, tout ça, voilà, donc il y a longtemps, il y a 4 ans, en 2017. Et dans celui-là, pourquoi il s'appelle Haute trahison? Parce que je disais, en particulier à la page 102, s'il n'y a pas collusion, est-ce parce qu'il y a autre chose? Et alors je me moquais des gens qui disent on a fait la preuve, attendez, on va essayer de montrer ça, on a fait la preuve qu'il n'y a pas collusion, puisque dans le rapport que vous voyez là, il n'est pas dit qu'il y a collusion. Et alors je vous montrais une de ces pages, et je disais, oui, ben, est-ce qu'il n'est pas possible que ce soit dans la partie qui est complètement caviardée quand on vous parle de la collusion? Alors, je vous rappelle un petit peu pourquoi est-ce que je disais ça. Je disais, c'est pas une affaire de collusion, c'est une affaire d'espionnage. Et c'est ça le thème du livre. Et j'ai d'ailleurs fait quelques petites remarques quand il y a eu la mort de monsieur John le Carré, de monsieur David Cornwell, plus connu sous son nom de plume de John le Carré, que j'ai écrit ces deux livres comme des livres de John le Carré. Et vous pouvez penser en particulier à M. Christopher Steele. M. Christopher Steele, c'est un espion britannique, c'est pas moi qui le dis, il l'admet lui-même, un espion britannique qui en particulier avait fait un rapport où il montrait que M. Trump était un agent plus ou moins volontaire des services secrets russes. Le parti de M. Trump a répété comme un disque rayé, en particulier M. David Nunes, l'un de ses représentants, commençait chaque réunion, même si ça n'a aucun rapport avec ça, en disant « et comme les démocrates et leur rapport Steele qui est entièrement discrédité ». Et je vous rappelais, chaque fois qu'il disait ça, je vous disais il n'est absolument pas discrédité, ce rapport de ce monsieur Steele, puisque tout ce qu'on a pu vérifier jusqu'ici à l'intérieur de ce rapport est entièrement corroboré. Il n'y a pas, ce rapport est d'une excellente qualité. Et puis, en 2020, coup de théâtre dont j'ai acheté beaucoup de livres sur Trump, je vous les ai montrés à une époque, j'en ai une vingtaine de ceux qui sont sortis aux États-Unis sur Trump. Aucun ne s'est intéressé à ce fait que M. Steele est donc la personne qui fait un rapport qui montre les liens étroits entre Trump et la Russie. Et quand apparaît dans les nouvelles, parce que quelqu'un s'est intéressé à essayer de comprendre une note en bas de page dans un rapport du Sénat, rapport bipartisan, signé par les républicains et les démocrates. Dans cette note de bas de page, il est mis que M. Steele étant interviewé par le FBI ou le FBI dit qu'il n'avait pas a priori d'opinion défavorable vis-à-vis de M. Trump, qu'il avait même un certain lien de type affectif. Quelqu'un est allé fouiller ça et ils avaient trouvé, je crois que c'était à la chaîne ABC de télévision, et ils avaient trouvé que M. Christopher Steele, à l'époque où il réunit des choses qui prouvent que M. Trump est un agent de la Russie, il se trouve que la liaison que M. Steele a à cette époque, c'est... allez, je vous pose 3 questions. Je vous donne 3 possibilités si vous ne connaissez pas déjà.
avec Lady Gaga, avec Edith Piaf ou avec Madame Ivanka Trump? Bon, les trois sont absolument invraisemblables, vous êtes d'accord avec moi, pour des raisons diverses. Eh bien non, Madame Ivanka Trump, fille de Monsieur Donald Trump, dont M. Christopher Steele, espion britannique, a réuni un certain nombre d'éléments prouvant sa collusion, et peut-être pire que la collusion avec la Russie, a à cette époque-là une relation intime avec Madame Ivanka Trump, la fille de M. Trump. Alors, je suis apparemment la seule personne au monde qui trouve ça curieux et qui a sûrement une explication à trouver un jour ou l'autre. Donc, mon livre, qu'est-ce qu'il vous dit? Haute trahison. Pourquoi haute trahison? Parce que je vous dis qu'en filigrane, dans certaines déclarations qui sont faites, certaines plaintes qui sont posées, qui sont déposées par certaines inculpations par le gouvernement américain de certaines personnes en Russie, des civils, des militaires, laissent entendre qu'il y a tout cela est lié à une personne qu'on appelle Monsieur A ou Monsieur numéro 1 et dont tout le monde comprend très facilement qu'il s'agit de Monsieur Trump. Et en particulier, il y a le directeur de la campagne, la première campagne de Monsieur Trump en 2016. Le directeur de sa campagne est un certain Monsieur Manafort, qui est un lobbyiste de l'Ukraine, mais à l'intérieur de l'Ukraine, du parti pro-russe à l'intérieur de l'Ukraine. Et il nous est dit dans le rapport Mueller, que M. Manafort, directeur de campagne de M. Trump, communique des informations, des sondages d'opinion, la politique de campagne du Parti républicain, communique tout ça à un certain monsieur Kilimnik. Voilà. Alors, on nous dit dans le rapport Mueller, on nous dit ce monsieur Kilimnik a des rapports avec la Russie. Bon. Dans le rapport de l'année dernière, celui du Sénat, un gros truc de 750 pages. Je l'ai lu pratiquement en direct sous vos yeux. Dans ce rapport, il est dit quelque chose de supplémentaire. Il est dit Monsieur Kilimnik est un agent russe. Bon, alors, j'ai attiré votre attention dans ces deux bouquins. Je vous ai mis tous les pointillés. Bon, je vous ai quelquefois dit, si on voulait relier les pointillés, on pourrait le faire comme ceci, comme cela, etc. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé donc dans la nuit pour nous, en fin de journée aux États-Unis hier? Une mesure prise de rétorsion de M. Biden contre la Russie sur deux points. Pas les interférences, pas les ingérences russes pendant la campagne 2016, mais sur les ingérences russes pendant la campagne de 2020, pour faire élire de la même manière, pour faire élire M. Trump. Et jouant un rôle de premier plan là-dedans, M. Kilimnik, le même M. Kilimnik qui est un ancien collaborateur donc, de M. Paul Manafort. Je vous rappelle, M. Paul Manafort, condamné, pas condamné pour des faits d'espionnage, oups, je n'aurais pas dû dire ça, pas condamné pour des faits d'espionnage, pour des trucs divers, et gracié, bénéficiant de la grâce présidentielle de M. Trump. Qu'est-ce qu'il est dit également dans ce machin qui émane du ministère du Trésor, c'est-à-dire le ministère des Finances? C'est pas un truc lié directement au ministère de la Défense, c'est pas lié à la CIA de manière directe, mais on vous relie tous les points, les pointillés. On vous dit, on ne dit pas le nom de M. Manafort. La seule chose qu'on dit, c'est M. Kilimnik a joué un rôle important à nouveau de désinformation pour essayer de favoriser la candidature de M. Trump en 2020. Monsieur Kilimnik, qui est un agent russe, et qui est la personne qui avait communiqué les sondages d'opinion, les informations sur la stratégie de campagne du Parti républicain en faveur de M. Trump, cette personne avait communiqué tout cela
au gouvernement russe. C'est-à-dire que tout ce que je vous ai dit avec des pointillés depuis 2017, là, tout est relié dans un machin du ministère du Trésor américain. Alors, il n'y a pas beaucoup de, vous verrez, c'est pas la une des journaux. Il y a quelques commentateurs qui parlent de ça, comme d'habitude Rachel Maddow, qui est une personne aux États-Unis qui s'intéresse au même genre de trucs que moi. Tiens, le gouvernement américain, officiellement, dans un texte qui est communiqué à la Russie, fait le lien entre M. Paul Manafort, de manière explicite, sans mentionner le nom de M. Manafort, mais en disant que M. Kilimnik, à qui quelqu'un transmettait toute cette information qui réunissait, et M. Paul Manafort, ben, je vous explique, donc, il était bien placé pour communiquer la stratégie de campagne du Parti républicain à M. Kilimnik, puisqu'il en était le directeur. Bon, après, on a parlé de ses liens étroits avec le clan pro-russe en Ukraine. Il a donné sa démission. Mais à ce moment-là, non. Voilà. Et là, c'est dit. Voilà. C'est bien expliqué. M. Kilimnik, collaborateur de M. Paul Manafort, ça je le mets entre parenthèses, mais tout le monde est au courant, a reçu ces documents que M. Manafort lui a communiqués, mis entre parenthèses, et il communiquait ça au gouvernement russe, ce qui est normal parce qu'il était un agent du gouvernement russe. C'est-à-dire que les quelques commentateurs qui parlent de ça disent, vous vous souvenez de M. Trump qui disait collusion, quelle honte, quel scandale, c'est un scandale, chasse aux sorcières, tout ça bidon, etc. La question, évidemment, est la suivante. Dans ce qui est dit pour justifier qu'un certain nombre de personnalités russes n'auront pas le droit de venir aux États-Unis dans les mois prochains, il n'y avait pas de raison qu'on mette explicitement un démenti à Trump sur cette histoire de collusion, qu'on explique par A plus B que oui, il y avait collusion, il y avait véritablement collusion. Et c'était comment j'avais dit ça, s'il n'y a pas collusion, est-ce parce qu'il y a autre chose? Et je vous expliquais dans ce truc, quand je disais ça, c'est parce qu'il y a espionnage. Et la question que je posais simplement, c'est une des questions centrales de ce livre, est-ce qu'on dira jamais un jour que M. Trump était véritablement un agent de la Russie? Et mon pronostic, c'était, il y a trop de honte pour un pays d'admettre qu'une autre puissance, il y a tout un chapitre qui s'appelle dans le même livre, Monsieur Trump est-il un agent mandchou? Voilà, le candidat mandchou, une histoire où là, à l'époque, l'URSS est arrivé à placer un de ses agents à la tête de l'État américain, donc véritablement l'histoire dont il est question. Et là, donc, voilà, aujourd'hui, ou hier dans la soirée, ça nous est dit. Ça a sûrement... Mon erreur en disant on n'en parlera jamais, c'est trop honteux pour un pays, j'ai peut-être pas pensé à la chose suivante, c'est que ce candidat mandchou continuerait de s'agiter dans les coulisses, serait une menace pour le pouvoir qui prendrait sa place en ayant été, contrairement à ce qu'il prétend, et peut-être même imagine, a été élu par 7 millions de voix de plus que lui. Il continue de s'agiter, il continue de prendre en otage le Parti républicain. Et vous savez, je suis toujours, moi je ne suis pas candidat mandchou, mais je suis candidat toujours pour les hypothèses les plus intéressantes, les plus audacieuses. Voilà. Qui est-ce qui a encouragé le gouvernement américain à remettre à l'avant-plan cette histoire de collusion et à répondre oui à la question y a-t-il eu collusion? Est-ce que ce sont les démocrates ou est-ce que ce seraient certains républicains essayant de sortir leur parti des griffes de M. Trump, qui auraient en tout cas encouragé à ce qu'on le fasse? Je ne serais pas étonné, plus que ça,
outre mesure que certains républicains de l'école classique, voilà, les conservateurs purs et durs, pas les fascisants à la Trump, pas les suprémacistes blancs qu'ils aient encouragé à ce qu'on l'empêche de se représenter une seconde fois, qu'on l'empêche surtout de faire ce qu'il promet de faire maintenant, c'est-à-dire que quiconque dirait moufterait encore dans le parti républicain, il leur téléguiderait dans les pattes un candidat voilà, dans les primaires à leur niveau, leur enverrait un suprémaciste blanc dans les pattes. Les républicains en ont peut-être certains entièrement marre, ou peut-être même la majorité, et aimeraient bien qu'il se passe quelque chose pour le mettre lui entièrement sur la touche. Parce que il fait des appels au public à ce qu'on le finance pour sa prochaine campagne électorale. Il récolte parfois davantage que le Parti républicain lui-même. Et surtout, il fait quelque chose qui est interdit par la loi, mais qui fait quand même. Les gens qui ont donné de l'argent pour lui, dans des campagnes diverses, il les menace en disant, et ça, voilà, il n'a pas le droit de le faire, mais il le fait, on le voit dans les formulaires à remplir, nous tiendrons compte de l'information du fait que vous avez cessé de cotiser. C'est-à-dire qu'on les menace directement en disant nous avons des troupes, nous savons qui vous êtes, et vous, si vous cessez de casquer, on vous retrouvera. Ça confirme l'impression de M. James Comey, l'ancien patron du FBI, démis de ses fonctions par Trump, que est-ce que quand il a sa première conversation avec lui, est-ce que j'ai affaire à un patron de la mafia ou j'ai affaire avec un homme politique américain? Ce sont des procédés d'extorsion de type absolument classique et que vous connaissez du film Le Parrain 1, Le Parrain 2, Le Parrain 3 et des romans du même style. Voilà, un point. Je ne vous parle plus beaucoup de Trump, mais là il y avait une raison. C'est que la raison, c'est que d'un point de vue, je dirais, purement personnel, j'ai mis en place, avec ces deux bouquins sur Trump, un certain nombre d'éléments où il y a, je dirais, 90% d'hypothèses, et j'aimerais bien, voilà, c'est la même chose que quand j'ai fait ce livre qui, en disant il va y avoir une crise du capitalisme américain. J'ai créé mon blog, d'ailleurs, en février 2007, pour dire, regardez, c'est en train de, ce que j'explique dans ce bouquin, c'est en train de se passer, et voilà, faites attention à ce qui est écrit dans ce livre, parce que le reste va se passer aussi. Et il s'est fait que dans ce bouquin-là, tout a été vérifié, tout a eu lieu. Je ne connaissais pas tous les détails à l'avance. Est-ce que je savais que ce serait au moment de l'écroulement généralisé du 16 ou 17 septembre 2008, est-ce que je savais que ce serait les money markets qui seraient le déclencheur de ça? Non, je ne le savais pas. Bon, mais ça c'est du point, on est d'accord, c'est du point de détail. Voilà, je continue à vous tenir au courant. Si on nous dit pour la première fois officiellement au niveau du gouvernement américain, oui, il y avait bien collusion entre M. Trump et son équipe et les services de désinformation, les services secrets russes, je ne crois pas que ça va s'arrêter là et qu'on n'entendra plus rien. Mon hypothèse qu'on allait cacher ça soigneusement jusqu'au bout est peut-être en train d'être démentie par la volonté des démocrates certainement et peut-être même des républicains de mettre M. Trump hors course pour qu'il cesse d'interférer avec la politique américaine en ce moment, d'autant que le gouvernement, le cabinet et l'administration Biden a besoin de ce qui se dessine déjà, c'est qu'au niveau de la base du Parti républicain, il y a un certain nombre de gens qui sont en faveur de ces efforts qui vont être faits pour les infrastructures, pour augmenter les salaires, pour que le soin à la personne, ce soit un chiffre, voilà, je vais le citer dans un article bientôt, les gens qui s'occupent du soin à la personne aux États-Unis, il y a 15% de ces personnes qui sont des personnes qui travaillent à temps plein et qui sont au-dessous du seuil de pauvreté. Bon, il y a 40% de ces personnes qui travaillent
à temps plein dans le secteur du soin à la personne aux États-Unis, qui sont des personnes aidées par le gouvernement, par des machins de type RSA, etc. Alors, dites-moi que ça n'arrive pas dans un pays tout près de chez nous, ce genre de choses. Hein. Est-ce que c'est un secteur où les gens sont particulièrement bien payés? Je le mentionne comme ça, parce que voilà, j'ai ces deux chiffres au niveau américain. Ça arrive on a besoin chez nous aussi de mesures comme celles qui sont dans le plan Biden et je comprends qu'on essaye de clarifier la situation peut-être en empêchant que les gens qui sont là simplement pour torpiller, pour saboter autour, soient peut-être mis hors d'état de nuire, pas en les flinguant, mais en les empêchant en les décourageant de continuer à causer. Voilà, allez, à bientôt.